Je vous propose d'être ponctuel et de démarrer ce flash actu, en ce vendredi 9 avril. Bonjour à toutes et à tous. Simplement un premier point technique pour le bon déroulement de cette présentation. Nous vous demandons à chaque participant de bien vouloir couper votre micro et votre caméra pendant la présentation. Et nous vous proposons de poser vos questions éventuelles à l'issue de l'intervention à partir de l'onglet Conversation, le chat, pour vous permettre de poser vos questions par écrit. Alors, j'ai le plaisir ce matin de co-animer ce Flash Actu avec Anne, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, Anne Pinault. Je suis avocate en droit social et principalement en droit de la sécurité sociale chez Horatio Avocat. Je suis basée à Nantes dans l'équipe de Françoise Levéziel. Alors, quant à votre serviteur, je suis Julie Baudet, je suis avocat associé du cabinet Horatio. J'exerce au sein du bureau de Cholet et je pratique depuis 12 ans le droit du travail, à la fois sur sa partie conseil aux entreprises et sa partie contentieuse en plaidant devant les juridictions prud'homales et de sécurité sociale. Dans le contexte actuel, de troisième confinement, vous l'avez entendu, vous les avez entendus de façon martelée, ces messages du gouvernement allant sur le 100 télétravail. C'est pour ça que nous vous proposons ce matin de passer un quart d'heure ensemble sur ce fameux télétravail en période de pandémie, qu'on peut également appeler télétravail imposé. Alors, avocat oblige, on va démarrer par un texte, celui de l'article L 1222-11 du Code du travail, parce qu'en définitive, la circonstance exceptionnelle, à savoir l'épidémie, est prévue par le Code du travail, qui nous indique que dans cette circonstance exceptionnelle, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. C'est-à-dire qu'en dehors des circonstances classiques dans lesquelles on peut choisir le télétravail comme une modalité de travail, en période ici de pandémie, eh bien, le télétravail peut être imposé pour permettre tant d'un côté de poursuivre l'activité de l'entreprise, mais également de permettre de protéger la santé et sécurité des collaborateurs. Il s'agit Alors, effectivement d'enjeux. oui, effectivement, parce qu'on voit ici que la mise en place du télétravail imposé est plutôt une mesure de prévention qui consiste en premier lieu, bien évidemment, à casser les chaînes de contamination en limitant les expositions et les interactions sociales pour protéger les salariés, et en second lieu, maintenir et limiter l'impact sur le fonctionnement économique de l'entreprise dans un système qui est aujourd'hui dégradé. Julie va maintenant vous expliquer quel est l'intérêt de la mise en place, comment il se passe et les obligations de part et d'autre du côté du salarié et du côté de l'employeur. En la forme, pour commencer, cette mise en œuvre du télétravail imposé ne requiert pas de formalisme en particulier et notamment, il ne requiert pas l'accord du salarié. S'agissant du CSE, si votre entreprise dispose d'un comité, un comité social et économique, eh bien, vous êtes invité à consulter vos membres du CSE, mais il n'y a pas de priorité à la consultation dans le sens où la mise en œuvre du télétravail étant imposée par les circonstances, vous pouvez parfaitement justifier de cette consultation après la mise en œuvre du télétravail. Si jamais votre entreprise dispose de chartes ou d'accords sur le télétravail, évidemment, suivez les dispositions en matière exceptionnelle, mais j'ai envie de vous dire qu'en règle générale, les accords qui ont été conclus ou les chartes relativement à la mise en œuvre du télétravail euh, prévoient une exception en matière de télétravail imposé. Je pense à cela principalement à la clause, on va dire, des bénéficiaires du télétravail. Lorsqu'on est en dehors d'une période pandémique, l'entreprise souhaite euh, organiser ce télétravail et pouvoir, sur des raisons objectives, refuser éventuellement la demande du collaborateur de télétravail. Toutes ces dispositions prévues dans les chartes ne s'appliquent pas en période exceptionnelle pandémique. Alors, cette mise en œuvre, elle se fait effectivement sans formalisme particulier. Bien évidemment, information des collaborateurs. Euh, Information des collaborateurs pour qu'ils connaissent évidemment les règles applicables enfin les règles applicables et les règles décidées par l'entreprise sur ce télétravail. Finalement à l'entreprise de déterminer au sein de son établissement
les activités qui peuvent être qualifiables de télétravaillables et non télétravaillables. Alors c'est vrai que tout ce qui va être activité manuelle, on va nécessairement exclure, le télétravail, mais il y a des éléments, plus subtils, on va dire, qui peuvent être liés à du matériel, qui peuvent être liés à des rendez-vous, physiques qui ne peuvent pas s'opérer, en distanciel, à des accueils téléphoniques parce qu'il existe, notamment un standard avec des multi-appels, qu'on ne peut pas télétransporter, chez le domicile du collaborateur, qui vont obliger à une présence physique et ça va être à vous, de déterminer les activités télétravaillables et non télétravaillables. On vous invite fortement à déterminer, cela avec vos membres du CSE. Si votre entreprise, effectivement, a On un dispose. CSE, Mm. il est fortement, conseillé de déterminer ces activités-là puisque, la compréhension se fera beaucoup mieux auprès des collaborateurs. On a connu un premier confinement, un deuxième et un troisième. On a bien vu que le premier, on était sur, de toute façon, tout le monde chez soi. Le deuxième, on a, fait attention, à la continuité de l'activité et puis on s'est aperçu aussi que certains, collaborateurs, vivaient un certain niveau d'isolement au sein, de son domicile, à force de travailler à distance de ses collaborateurs. Donc, il vous appartient, de déterminer à travers ces différentes contraintes, les activités qui vont vous permettre, de mettre en œuvre un télétravail imposé et non imposé. Votre collaborateur en télétravail, eh bien, il doit répondre aux obligations de son contrat de travail. L'ensemble des obligations contractuelles sont maintenues est maintenue. Heu, vous n'avez pas à lui adresser et à lui remettre une indemnité particulière d'occupation. À partir du moment où le télétravail, comme vous l'avez vu, est imposé par, les messages du gouvernement, il n'y a pas d'indemnité d'occupation à verser. S'agissant des frais de transport, vous savez que, la prise en charge de la moitié des frais de transport existe, pour, les salariés, qui se déplacent à leur entreprise. Alors évidemment, s'ils ne se déplacent pas du tout à leur entreprise et que ce sont des abonnements, notamment je pense mensuels, et s'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de prise en charge de l'entreprise. Mais à partir du moment où il existe quelques déplacements pour se rendre à l'entreprise et que le salarié, alterne télétravail et présentiel, on vous conseille la prise en charge et le maintien dans le sens où le collaborateur ne peut pas obtenir la moitié d'un abonnement. Ça nous semble délicat. Donc cette obligation est maintenue. Quant à la question du télétravail et des tickets restaurants, eh bien, on va dire que le suspense, est encore, grand, dans le sens où, vous avez, les questions-réponses du gouvernement qui vous indiquent que les télétravailleurs doivent bénéficier des tickets restaurants. Ce n'est qu'un positionnement, du gouvernement et ça ne s'appuie pas sur un texte. Le texte, c'est celui, du code du travail sur les droits du télétravailleur, lequel doit disposer des mêmes droits, qu'un travailleur sur site, suivant le code du travail. Et le tribunal judiciaire de Nanterre, le 10 mars dernier, a considéré qu'un employeur pouvait retirer les tickets restaurants aux salariés en télétravail, dans la mesure où il n'était pas placé dans une situation comparable aux salariés qui, restaient sur site et qui ne bénéficiaient pas de restaurants d'entreprise. Cela n'a pas été la position du tribunal judiciaire, de Paris qui, le 30 mars dernier, a considéré qu'il n'existait pas de raison objective de faire une différence entre, le salarié qui se restaure chez lui et le salarié qui travaille sur site. Donc voilà, ça va être une appréciation des juges du fond. Ce sont 2 jugements rendus en première instance, hem qui doivent donc être prises avec précaution, dans la mesure où elles vont probablement, enfin ces jugements vont probablement l'un et l'autre faire l'objet d'un appel. Mm. Très rapidement sur les obligations de l'employeur. Heu, il a une obligation d'information. Évidemment, à partir du moment où il impose, le télétravail, eh bien, il va déterminer suivant quelles règles il impose le télétravail, quel est le rattachement, hiérarchique de chaque collaborateur dans ce cadre du télétravail. Il va, véritablement rappeler les règles en télétravail. Je pense qu'il est important aussi de rappeler que pour les collaborateurs qui restent en présentiel, ou ceux qui font des permanences, de rappeler également, un éventuel lissage des horaires pour,
ne pas, pour diminuer, on va dire, les interactions, sociales. Pour continuer également, l'activité, rappeler qu'il y a des règles en matière d'hygiène et de distanciation sociale. Il est important pour, les activités qui restent, heu, en entreprise, je pense, voilà, d'interdire la restauration sur place, par exemple, si, aucune des mesures, d'hygiène et de distance sociale peuvent être respectées, et puis de déterminer une jauge, également de nombre de personnes qui restent sur place. Pour les salariés en télétravail, il est important de prévoir une assistance pour, l'usage des outils informatiques. Hem, on se rend compte, qu'à distance, c'est pas toujours simple à domicile, donc il faut prévoir ces modalités-là. Il est également, souhaitable de mettre en place des outils pour permettre de contrôler et de suivre la charge de travail des salariés. Une réunion, par exemple, en tout début de semaine, du manager avec ses équipes, sur la répartition et le planning, et puis une, réunion en fin de semaine avec un petit rapport d'activité. Ça permet, d'abord de garder le lien et puis de suivre, la charge de travail de chaque collaborateur. Il est important, parce que les horaires de travail s'appliquent également lorsque le salarié est à son domicile, de rappeler les horaires de travail, de rappeler, le droit à la déconnexion. Ça, c'est en lien avec le travail, mais effectivement, comme on est beaucoup avec l'utilisation, des mails notamment, eh bien, il est important de rappeler qu'il convient de couper, y compris lorsqu'on est à domicile. Et puis, de façon à éviter l'isolement, il est important de maintenir une communication efficiente et régulière avec, les collaborateurs pour permettre, de connaître leur état d'esprit. Alors, je vous propose maintenant d'aborder rapidement quelques considérations matérielles s'agissant du télétravail, puisque d'une part, l'employeur doit informer, si ce n'est pas déjà fait, son assurance du placement de ses salariés en télétravail. Dans la plupart des cas, la responsabilité civile et professionnelle de l'employeur est assurée et couvre cette situation, mais nous vous conseillons bien évidemment de vérifier cela auprès de votre assurance. Le deuxième point, c'est que si vous avez fourni du matériel aux salariés en télétravail, bien évidemment, ce matériel est garanti par le contrat multirisque de professionnel, pardon. Enfin, le domicile du salarié n'est bien évidemment pas assuré par l'entreprise. Il est néanmoins couvert par l'assurance multirisque habitation du salarié. Sur ce point, il peut également être opportun de solliciter une attestation de l'assureur du salarié sur ce sujet. Et enfin, dès lors que le salarié travaille à domicile et qu'il se connecte à des prises électriques, etc., il est nécessaire de solliciter de sa part une attestation de conformité électrique de son domicile afin de pallier tout risque, bien évidemment, électrique. Julie, maintenant, va nous parler un petit peu de la notion de télétravail comme mesure de prévention et non pas comme mode d'organisation du travail. Je te laisse la main, Julie. Merci Anne. Alors, la question effectivement, télétravail, obligatoire, hors note obligatoire. Hem, les messages, du gouvernement sont martelés. Lorsqu'on interroge le ministre du Travail, la ministre du Travail, elle répond que oui, c'est une obligation. Sauf que d'un point de vue textuel, d'un point de vue, de la loi, il n'y a pas de normes qui ont contraint l'employeur à placer de façon automatique ses salariés en télétravail. Le protocole sanitaire, auquel on vous renvoie pour la mise en œuvre, pratique du travail pendant ces périodes de pandémie, c'est finalement un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur. Et pour pallier cette absence de contrainte, finalement, on peut dire que le ministère du Travail, même s'il répond oui en termes d'obligation, sur un plan de droit, il n'y a pas de texte. En revanche, on martèle que le télétravail, c'est une mesure de prévention, contre le risque de contamination. C'est-à-dire que, il a été annoncé également des contrôles, de la part de l'inspection du travail sur le télétravail. Ce que va regarder avant tout le contrôleur, c'est est-ce qu'il existe un risque, pour la santé et la sécurité des collaborateurs? Et à l'appui de cette recherche-là se situe finalement
l'obligation de sécurité de l'employeur. Et là, on est vraiment sur une obligation juridique et jurisprudentielle également, puisque l'employeur a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de l'entreprise. C'est une obligation qu'on appelle en droit une obligation de moyens renforcés. Il doit mettre en œuvre les moyens destinés à empêcher ou diminuer le risque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a connaissance du risque, et c'est vrai que voilà, en matière de pandémie, je pense qu'on entend suffisamment d'alertes sur ce sujet, eh bien, il doit démontrer avoir mis en œuvre les moyens qui devaient permettre de l'empêcher ou de diminuer. Et ce rappel préalable d'obligation se pose et ce qui s'ensuit, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est de savoir en termes de sanctions, quels sont les risques pour l'employeur. Alors, comme Julie l'a évoqué, pour pallier l'absence de contraintes des recommandations issues du protocole, le ministère du Travail a fait un petit tour de passe-passe qui, du coup, oblige maintenant l'employeur à respecter les mesures de prévention et en tout état de cause à mettre en place des mesures de prévention. La plupart des entreprises, lors du premier confinement, ont fait du télétravail une mesure de prévention. Elles l'ont quasi toutes intégrées dans le DURP, puisque vous avez bien évidemment l'obligation d'actualiser votre DURP et ce dès le premier confinement. De ce fait, en intégrant cette mesure de prévention à votre document unique des risques professionnels, vous avez acté de ce que vous avez considéré que la pandémie, et en tout cas à cause de la pandémie, la première mesure de prévention pour éviter les interactions sociales et donc pour éviter cette contamination, c'est le recours au télétravail. En l'état, je ne vois pas quelle autre mesure pour éviter les interactions sociales peut être mise en place. Si vous en avez, on est parfaitement preneuse, mais je ne vois pas ce qui pourrait aujourd'hui concurrencer, on va dire, cette mesure de prévention qu'est le télétravail. Et de fait, si vous avez intégré votre mesure de prévention télétravail avec votre DURP, au sein de votre DURP, pardon, et si vous ne l'avez pas mis effectivement en œuvre, la sanction, il y en a évidemment plusieurs, les risques. Le premier, c'est lorsque dans les rapports employeur-salarié, alors bien évidemment en amont, il faut qu'il y ait une reconnaissance de maladie professionnelle. Donc là, sur la reconnaissance de la Covid au titre d'un risque professionnel, les discussions vont être à mon avis assez serrées, mais en tout état de cause. Si le salarié se voit reconnaître la contamination à la Covid-19 au titre d'un risque professionnel, il pourra engager une action en reconnaissance d'une faute inexcusable dès lors qu'il considérera que vous ne l'avez pas placé en télétravail alors que vous auriez parfaitement pu le faire et que vous auriez dû le faire. De sorte que vous ne pourrez pas devant un tribunal dire que vous n'étiez pas informé du risque et que vous n'avez pas mis en place cette mesure. Le deuxième sanction, là vous en avez entendu parler dans l'actualité, c'est dans les rapports entre l'inspection du travail qui aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes informé, s'appelle les DRETS. Ce n'est plus les directs, mais c'est les DRETS. Donc c'est toute cette relation entre l'inspection du travail et l'employeur. Vous avez deux types de sanctions. La principale, celle qui se multiplie en ce moment, ce sont les mises en demeure. Les mises en demeure sont établies donc par le directeur du DRET sur rapport de l'inspecteur du travail qui constate une situation dangereuse. Ce constat doit résulter donc évidemment, là on le voit, du non-respect ou d'une infraction, mais en tout état de cause, c'est cette notion d'obligation de sécurité de l'employeur que vous n'avez pas respectée. La mise en demeure, c'est l'obligation de mettre en place ce télétravail dans un délai prédéterminé. L'actualité à peu près démontre qu'il y a eu une cinquantaine de mises en demeure, principalement dans des activités, on va dire, intellectuelles, entre guillemets, et notamment s'agissant du Crédit Agricole ou de la Massif. Là, on voit évidemment bien que le fait de ne pas avoir mis en télétravail des activités qui sont quand même particulièrement télétravaillables, nécessairement, ça emporte le risque de contamination et nécessairement, ça emporte le non-respect de cette obligation
de sécurité. La deuxième sanction qui est un petit peu plus, on va dire, je pense qu'elle va être assez peu usitée, sauf erreur, il y en a une seule à ce jour qui a été faite. Il y a eu une entreprise l'inspecteur du travail a établi un procès verbal pour une entreprise pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Je ne sais pas à l'heure actuelle si le procureur a entendu poursuivre l'entreprise, parce que bien évidemment, cette notion de procès verbal sous-entend la notion pénale. Dans cette hypothèse, qui, à mon avis, va être assez rarissime, il va falloir établir la volonté manifestement délibérée de l'employeur de ne pas avoir recouru au travail. Dans cette hypothèse, je pense qu'il y a quand même assez peu d'employeurs qui, de manière délibérée, décident de ne pas mettre en télétravail parce qu'ils ne le souhaitent pas. Mais néanmoins, c'est quand même une sanction qui peut être établie par l'inspection du travail. En tout état de cause, on voit bien là que la nature juridique du télétravail imposé, qui est la mesure de prévention, contraint nécessairement les employeurs à mettre en place ce télétravail imposé. Et je ne vois pas aujourd'hui, encore une fois, je me répète, mais quelle serait la mesure de prévention pouvant pallier la mise en télétravail du salarié. Alors, nous avons été un petit peu plus bavardes que le quart d'heure qui nous était octroyé. Nous sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions ou prolongations de cet échange. Voilà. Je n'ai pas accès. Alors, Anne, est-ce que tu vois d'éventuelles questions? Oui, Parce que moi, je ne non, vois pas. je n'en vois pas. Mais je voudrais également peut-être conclure, et Julie, on en a beaucoup discuté hier, c'est de dire que donc aujourd'hui, effectivement, le télétravail est imposé. Donc on n'a pas, d'autres possibilités que de le mettre en place. Néanmoins, dans le futur, quand toute cette pandémie sera passée et que on pourra reconstruire, on va dire, une organisation pérenne de l'entreprise, va se poser la question du télétravail choisi. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, et c'est ce que cette pandémie a démontré également, c'est que l'organisation du travail, ou en tout cas le modèle fordiste qu'on a classiquement l'habitude d'appliquer, a quand même été mis à mal. Et aujourd'hui, la jeune génération a parfaitement l'habitude de maîtriser cette notion de télétravail, de dématérialisation, etc. Et la question va se poser de savoir quel télétravail choisi on décide de mettre en place, dans dans quelles conditions. Et je pense là aussi que la réticence de certains employeurs va devoir évoluer. Et je pense qu'un enfin en tout cas, Julie, sauf erreur, hein, mais un nouveau modèle social va apparaître dans le futur. Oui, disons qu'en fait, ce qu'on se dit, c'est que nécessairement, cette pandémie va laisser des traces sur la mise en œuvre, qui a été faite de façon, j'ai envie de dire anarchique, en tout cas, enfin, de façon Mmh. imposée pour tous, hein, parce que la priorité a été avant tout, de préserver la santé de tous. Donc, la mise en œuvre du télétravail, par principe, va forcément laisser des traces lorsque le retour à la normale va se faire, puisque le retour à la normale va se faire et il est possible que, voilà, certains employeurs se disent: «Mais moi, je ne souhaite pas, la mise en œuvre du télétravail dans mon entreprise». Dans un télétravail, choisi, effectivement, un employeur peut rédiger, et c'est en ça qu'on vous encourage. En fait, ce qui est important à la suite de cette pandémie, c'est de rédiger les règles du jeu, j'ai envie de vous dire. Parce que vous ne pourrez pas de façon, enfin, vous ne pourrez pas, refuser à certains et dire oui à d'autres, au risque de, violer l'obligation d'égalité de traitement. Et en fait, ça, c'est un problème qui va survenir systématiquement si les règles ne sont pas, établies, par écrit au préalable. Alors c'est vrai qu'on a
Il y a plusieurs possibilités à ça, hein, mais on peut vous dire qu'en tout cas, de façon unilatérale, il peut être intéressant de déterminer et de rédiger une charte, de télétravail, sur ce sujet-là. Éventuellement, si on a, des membres du CSE, d'avoir un dialogue social et de, pouvoir avec eux rédiger un accord collectif sur ces règles-là, et pour permettre ensuite, via un formalisme que vous aurez déterminé, et bien qui est bénéficiaire ou non bénéficiaire du télétravail, avec cette possibilité aussi, que peut se laisser l'employeur de refuser à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas en présentiel. Enfin, toutes ces règles-là, qui peuvent s'entendre et qui peuvent aussi relever, tout simplement du bon sens, eh bien, elles mériteront, à notre sens, de trouver place dans un écrit, pour éviter toute difficulté à suivre que nous pensons, d'ores et déjà pressentir, après cette période, heu d'activités, bousculées et de télétravail imposé. Voilà, je n'ai toujours pas moi accès, Je suis à désolée. Si, si, l'onglet si, si. questions. Il y avait une question qui était, est-ce qu'il y a une jauge maximale de présence du nombre de salariés dans les bureaux imposant la mise en place du télétravail pour une partie de ces salariés? Donc je suppose que là, j'ai supposé, hein, peut-être que j'ai mal supposé, mais que c'était l'idée des télétravailleurs qui souhaitent revenir, par exemple, une journée par semaine pour imprimer ou x, y raison. Donc oui, la jauge maximale, de toute façon, elle est toujours applicable pour les salariés qui sont en présentiel. Mais évidemment, si des salariés en télétravail veulent revenir sur site, là, il va falloir que vous calculiez en fait votre jauge par rapport à cette arrivée en plus. Donc, c'est là l'intérêt de lisser sur les jours et aussi l'intérêt du salarié de vous prévenir en amont pour pouvoir calculer cette jauge maximale. Je pense Alors, qu'en il y a une matière, autre. oui, Oui, parce que, finalement, à l'occasion des contrôles qui sont annoncés, je pense que ce sera, finalement l'application du protocole sanitaire et des règles, oui. classiques que l'on connaît Mhm. de distanciation, de mise à disposition, de gel, de bien sûr du port du masque, obligatoire, de jauge en présentiel dans une salle, qui respecte les mètres carrés, et cetera. Alors, on a une autre question. Un salarié peut-il demander à être en télétravail dès lors que son poste n'a pas été qualifié de télétravaillable? Je Mmh. te laisse répondre ou... À mon sens, non. Mais faudrait qu'il en explique les raisons, en fait. En fait, quand on parle de télétravail imposé, c'est l'employeur qui l'impose aux salariés, Mm, et pas inversement. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où les règles, sanitaires et de sécurité sont respectées en présentiel, il y a aucune raison. Et après, je pense qu'il appartiendrait éventuellement aux collaborateurs de formuler par écrit les obstacles, selon lui, à sa présence, sur site. Je pense à ça, on l'a eu il en a été question, beaucoup, à l'occasion du 1er confinement ou en tout cas de la période plutôt de déconfinement à l'occasion de laquelle on pensait beaucoup à la poursuite d'activité. Ce fameux droit de retrait qui existe pour un salarié, après le droit de retrait pour un salarié, c'est pas juste de dire: «Il existe, la Covid-19». Voilà, il existe la exactement. Mm. Covid-19, on le sait. Il appartiendra aux collaborateurs qui, exigent, devoir impérativement respecter le droit de retrait au titre, de sa vie, carrément, d'expliquer en quoi, il n'existe pas de mesures sanitaires, suffisantes, pour protéger sa santé et sécurité. Parce que bien sûr, Et, on le redit, la nécessité, c'est toujours cet équilibre, hein, mais la nécessité, de l'activité et de la poursuite d'activité, ça constitue un intérêt aussi évidemment à prendre en considération. mm. Et je rebondis d'ailleurs sur votre question, Madame Marquand, c'est qu'effectivement, là, tout l'intérêt de la mise en place du télétravail par l'employeur, c'est de définir bien quelles sont les activités télétravaillables, celles qui ne sont pas. Et si vous l'avez négocié en plus et discuté avec le CSE, je pense que le salarié qui demande à télétravailler alors qu'il ne peut pas, je rejoins Julie, ça va être assez compliqué d'expliquer en quoi il ne peut pas en quoi il peut télétravailler. Et pour le coup, comme on disait tout à l'heure, les obligations contractuelles, elles, se poursuivent, ce qui signifie que du côté du salarié, parmi ses obligations figure celle d'exécuter, loyalement son Mm, contrat de travail. Donc il se met en exactement. faute dans ce contexte-là.
Parce que le télétravail, c'est pas une mesure d'organisation ou d'agrément, on va dire, c'est un peu dur, hein, mais d'agrément pour le salarié. Il faut qu'on pallie à une pandémie, il faut qu'on trouve des mesures de prévention. La mesure de prévention, c'est celle-ci, et c'est pas une possibilité pour le salarié. Est-ce que nous avons d'autres questions? Bon. Je pense qu'on peut clôturer ce flash. Bien. Ah, attention. Ah non, non, j'en ai une autre. Un employeur, mais c'est bien, je trouve ça bien. Un employeur peut-il refuser un salarié de télétravailler aujourd'hui alors que celui-ci a parfaitement travaillé pendant le téléconfinement? Donc en télétravail, je suppose. Ouais, alors je pense que c'est, parce que ça, il y a pas mal d'entreprises Peut qui être sont confrontées à compliqué. ça. Oui. Entre le premier confinement et là, on est au troisième, quoi. Mm. Et en fait, au premier, comme on l'a dit, enfin, c'était coûte que coûte, c'était la santé, c'était tout le monde chez soi, voire même, on le sait, beaucoup d'entreprises, ne sachant pas, où on allait, ont carrément fermé et puis on a vu après le gouvernement faire un peu machine arrière parce qu'évidemment tout le pays s'arrêtait et ça allait pas être économiquement viable tout ça. Donc il y a eu cette contrainte de chez soi. Je pense qu'après au fur et à mesure, d'où l'intérêt en fait, c'est ça qu'on essayait de vous expliquer, de déterminer vraiment, Mm. les activités télétravaillables, non télétravaillables, les mesures prises en place pour, en présentiel, respecter la santé et la sécurité des collaborateurs et ensuite, l'organisation du travail, ça reste évidemment, l'employeur Qui décide. qui le décide. Mm. On trouve que, lorsqu'il existe un CSE, bah, vraiment, faut s'appuyer sur le dialogue social, ça donne du poids, ça permet de s'appuyer aussi sur eux pour, hem, mettre en œuvre les mesures. À défaut de CSE, il faut en fait la plus grande clarté et si le collaborateur, n'est pas d'accord, bah, c'est à lui d'expliquer, ce que l'employeur aurait éventuellement violé et on en revient à, cette explication de fin de PowerPoint sur, l'obligation de sécurité, parce qu'en définitive, c'est sur ça que Mm. l'employeur peut attaquer. Après, il faudrait peut-être expliquer effectivement pourquoi aujourd'hui vous souhaitez que ce salarié soit sur site et non pas en télétravail. Alors après, voilà, il y a des raisons qui ne sont pas explicables de dire, «Je pense qu'il ne fait rien chez lui et je préfère l'avoir sous la main». Ça, faut pas le dire comme Oui, ça. oh bah, bah non, non, non. Mais, bon, je pense Non, que ça mais existe. effectivement, c'est peut-être lié donc le premier confinement, de dire que bah, au premier confinement, c'était plutôt désorganisé et que c'était plutôt des systèmes d'urgence et qu'on n'avait pas trop le choix. Aujourd'hui, avec le retour d'expérience, on estime que son activité n'est pas télétravaillable. Ça Et peut voilà être un et peu. expliquer ces questions, soit Mm, matérielles, soit de poursuite, exactement. de l'activité en lien avec, les clients, les fournisseurs, le lien, enfin tout ce qui peut justifier, l'intérêt supérieur de l'entreprise. Mm. Est-ce que tu avais encore une autre, Non, question? il n'y en a plus, je sais. Non, pour le Bien. moment, pas encore. Voilà. Bien, nous avons doublé notre temps, du quart d'heure, on est passé à la une demi-heure, c'était très Ce qui agréable. était normal. C'est passé très vite sur un sujet dense. Merci Anne Bah, merci Julie, merci à vous. Et et puis puis bonne, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions, à prendre contact. voilà, on vous laisse, on vous souhaite une très bonne journée et on reste à votre disposition. Au revoir, Au bonne revoir. journée.